Salut à tous et bienvenue sur AliExpress. Alors si vous faites partie de mes abonnés, et je vous invite à me rejoindre si ce n'est pas le cas, vous connaissez déjà mon précieux, le projecteur Hisense L5F. Génialissime dans l'univers du home cinéma, mais là il est temps de monter d'un cran dans l'univers du jeu vidéo et du sport. Bienvenue pour le test de la Hisense E7 KQ Pro. 144 Hz, HDMI 2.1, Auto Low Latency Mode et Input Lag inférieur à 20 millisecondes. Voilà des technologies qui doivent résonner dans la tête de tous les passionnés de jeux vidéo et pas uniquement les geeks. Pour les autres, je vous rassure, je vous explique tout à l'intérieur de cette vidéo. Et on commence par le design. Je vais notamment commencer par retirer toutes les protections et il y en a un paquet, la télé arrive vraiment super bien emballée. D'ailleurs au passage, vous l'aurez remarqué, il s'agit du nouveau modèle de 2023. Je le précise parce que j'ai déjà testé les anciennes générations de la marque que j'utilise tous les jours d'ailleurs. Il y en a une notamment à l'intérieur de mon bureau. Et la voilà, toute belle, toute neuve, rutilante dans son humble format 75 pouces qui nécessite un peu de recul évidemment. Je ne sais pas comment vous faites pour choisir la taille de vos télés. Nous, ça passe par une argumentation au niveau du couple. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire directement dans les commentaires comment vous faites. Allez faire un tour pour aller voir son prix. Même dans ce format-là, elle reste encore de l'ordre du raisonnable. Toute proportion gardée, évidemment, il fut un temps pas si lointain où les télés de 75 pouces coûtaient autour des 2000 €. Là, ça a radicalement changé. Allez, faisons un tour par le design. Et finalement, le seul élément que vous verrez de la télé quand vous la regarderez, c'est cette petite barre en plastique d'1 cm d'épaisseur et les deux pieds qui nécessitent un meuble télé de 37 cm de profondeur. Après, je vous rassure, si vous voulez la mettre au mur, vous avez à l'arrière de la télé du VESA 40 par 30 mm. Et un des aspects qui me séduit le plus, c'est ça. Ce sera plus parlant avec la télé allumée, il y a moins d'1 cm de bordure sur le côté. Et franchement, c'est beau. En tout cas, moi, moins il y a de bordure, mieux je me porte. Au niveau des ports, il y a de quoi faire. Là, vous avez un port USB classique du Common Interface. Ici, vous avez de la HDMI 60 Hz. Et là, les fameux ports HDMI 2.1. C'est la présence de ce port qui va permettre d'exploiter sur la PlayStation 5 par exemple la 4K en natif avec 120 images par seconde. Voilà, ça fait un bout de temps que je les utilise plus, mais chacun voit midi à sa porte. Ici, vous avez les prises antenne télé, vous avez l'audio vidéo, le casque. Et cet endroit-là m'intéresse déjà plus. Vous avez ici un port USB 2. Bon, j'aurais bien aimé de l'USB 3. Vous avez une sortie optique et une prise Ethernet. Après, le port Ethernet est un plus, mais de toute façon, la télé gère le Wi-Fi sur les bandes 2,4 et 5 GHz, et croyez-moi, on fera des tests assez costauds à ce sujet. Revenons maintenant à la présentation. Il est temps de vous présenter l'interface VidIO, juste le temps de vous montrer quelques belles images. D'ores et déjà, vous devez vous apercevoir que ça claque. VidIO, c'est l'interface propriétaire de Hisense, celle que moi j'utilise de manière générale au quotidien, qui va vous permettre d'accéder aux différentes applications, alors qu'elles soient stockées directement sur la télé ou que vous téléchargez en direct. Vous allez avoir le Play Store, enfin l'App Store pour être précis puisque c'est son nom. Énormément d'applications sont disponibles et la plupart, en tout cas les plus intéressantes, ont d'ores et déjà été installées sur la télé. Vous allez retrouver Prime Video, Netflix, Plex, éventuellement Rakuten TV aussi, j'ai déjà fait un petit passage. Molotov, indispensable pour moi. YouTube, Apple TV, MyTF1, Disney+. Les essentiels sont presque toutes disponibles, exception faite de VLC, mais il y a Media pour compenser. Media, c'est l'application qui va me permettre d'accéder à mon réseau local pour aller lire des films sur disque dur. Bon, les trêves de blabla, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en commençant par YouTube. Elle gère la HDR10, la HDR10+, le Dolby Vision. On a une très belle image, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous montrer des instants choisis. Et on commence à se faire plaisir avec ce lever de soleil qui fait la part belle à la luminosité 350 nits développée par cette télé. Il existe, comme je vous le disais il y a un instant, un peu plus sur le marché, notamment chez Hisense avec les U7 qui envoient du 1000 nits et vont effectivement être une espèce de phare dans la nuit, mais 350 nits c'est très largement suffisant, que ce soit pour faire concurrence à la lumière du soleil qui arriverait dans votre salon ou tout simplement se faire plaisir de manière générale. Ce qui va compter le plus selon moi, c'est la présence de la technologie QLED qui elle fait clairement la différence. C'est cette technologie qui révèle le plein potentiel des téléviseurs LCD. Un film de nanocristaux a été positionné entre l'écran et le rétroéclairage qui va permettre de magnifier les couleurs, de les faire ressortir comme jamais comparativement aux téléviseurs LCD traditionnels. Et c'est beau, voire même très beau, regardez de quelle manière les fleurs ressortent, c'est juste génial. Et encore, il faut vous dire que vous voyez ça au travers de ma caméra qui ne peut pas ressortir l'image de la même manière que ce que moi je vois. Mais normalement, même comme ça, même restitué par le biais de YouTube, vous devriez d'ores et déjà être convaincu. Voilà, j'ai essayé d'améliorer le réglage sur ma caméra pour que vous ayez l'image la plus proche possible de ce que moi je vois. Après, le QLED n'est pas en mesure d'égaler le OLED sur certains domaines, dont le contraste, avec des profondeurs de noir beaucoup plus marquées avec le OLED. Bon, une fois que c'est dit, très franchement, sur cette télé, ça manque pas vraiment. On a un bon niveau de luminosité, on a de très belles couleurs, et c'est un des
des gros avantages de la partie QLED. On a des contrastes somme toute un peu moins marqués que sur une technologie OLED, mais la télé reste magnifique de toute façon. L'image est véritablement très belle, c'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas, eu égard à son prix. Franchement, vous en avez clairement pour votre argent dans l'univers, alors que ce soit du 55, 65 ou 75 pouces, vous en avez pour votre argent, croyez-moi, et ça vaut le coup, allez faire un tour via le lien que je vous ai mis dans la description. Que gagneriez-vous à passer à une Hisense U7 par exemple, qui a 1000 nits en matière de luminosité? Eh bien, sur ce genre d'image, effectivement, on peut noter des poissons avec des reflets un peu plus prégnants. Vous avez des pics lumineux qui se font lorsque les poissons traversent un rayon de soleil et une sensation d'avoir une image qui ressort un petit peu plus que sur la génération E7. Oui, mais voilà, la E7 est moins chère et vous permet d'accéder peut-être à des diagonales supérieures et très franchement, 75 pouces, c'est cool. J'espère qu'au travers de ma vidéo, vous avez pu apprécier la qualité de l'image, vous avez vu YouTube. Là, on va se faire un passage par les autres applications. Bon, même si c'est l'évident, je vous l'ai pas dit jusqu'ici, il s'agit d'une télévision 4K. Et quand on est dans l'univers du 75 pouces, je vous conseille de ne pas mégoter sur les abonnements. Autant avoir un abonnement 4K quand on a une dalle aussi grande. C'est quand même plus sympa d'avoir, on va dire, une image raccord en matière de définition. Alors pour une question de droit d'auteur, je peux pas tout vous montrer, mais quand vous avez un film comme par exemple Valérian, ça fait ressortir extrêmement bien à la fois les couleurs, la luminosité, on en prend plein les yeux. Netflix fonctionne évidemment impeccablement quel que soit le type d'abonnement que vous utilisez, Prime Video c'est pareil. Même combat que d'habitude, pour une question de droit d'auteur, je peux pas vous montrer grand chose, là je vous montrerai juste un instant pour vous prouver que ça fonctionne. Donc le préchargement est ultra rapide, il se fait en règle générale en basse définition et très vite en haute définition. Et je vais m'arrêter là. Petit tour par Molotov et toujours la même émission sur laquelle je tombe à croire que je fais mes tests alors de projecteurs de télévision exactement à la même heure systématiquement. Molotov, bienvenue, préchargement en basse définition, ça a duré 3 secondes. Au bout de 3 secondes, je suis déjà passé en Full HD. Molotov, c'est véritablement devenu un indispensable chez moi. Alors vous pouvez toujours passer, j'allais dire par les chaînes hertziennes, mais en tout cas par un décodeur TNT conventionnel. Mais c'est vrai que perso, je préfère passer directement par le réseau Wi-Fi. Allez, je vais pas vous montrer toutes les applications. Ce que je voulais vous montrer, c'est Média. Je vous en parlais tout à l'heure pour accéder à mon réseau local. Et à partir de là, on va pouvoir faire des tests un petit peu plus poussés de décodage de flux. Là, vous avez une vidéo encapsulée en MKV, encodée en H264, fichier de 18 Go en Full HD, qui passe comme une fleur et transite exclusivement par le réseau Wi-Fi. C'est donc 18 Go qui sont avalés par la télé. Beaucoup plus difficile, et cette fois-ci, je vous le montre pas parce que je sais que je vais me faire alpaguer par YouTube. Un fichier encapsulé toujours en MKV du H265 de la 4K, 60 Go, ça marche nickel. Je voulais vous montrer un fichier 8K, mais malheureusement, j'en ai pas de disponible. En tout cas, j'en ai pas de compatible à cet instant précis. Et sur YouTube, je peux monter ici en 4K maximum. Alors franchement, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. En matière de couleur, en matière de luminosité même, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup plus que ça. Cette Hisense E7 KQ Pro n'utilise pas les toutes dernières technologies en matière d'imagerie. Faut avouer qu'elle a quand même du coffre, l'image est véritablement très belle. Elle est capable de lire des fichiers ultra complexes, assez lourds, du 10 bits encodé en H265, ce qui est très bon signe. Mais là, on va véritablement flirter avec les nouvelles technologies implémentées à l'intérieur qui en font un excellent rapport qualité-prix. Et pour ce faire, je vais brancher dessus la PS5. Allez, c'est parti. Bien sûr, je l'ai branché sur le port HDMI 2.1. Vous l'avez peut-être vu en haut à gauche de la télé, mais là, il m'affichait qu'elle était en 60 Hz. Donc du coup, je vais passer par les menus d'affichage et je vais effectuer le réglage. Hop, fréquence d'image activée. Format HDMI, je vais me mettre en 144 Hz. Mode jeu, je vais l'activer. Donc ici, vous allez retrouver les paramètres spécifiques aux jeux vidéo avec la HDR10+, la VR qui est pour l'instant désactivée. Là, j'affiche 60 images par seconde. Donc c'est pas le taux de rafraîchissement de l'écran, c'est le nombre d'images par seconde générées par la console à cet instant précis. La télé est compatible FreeSync, vous allez donc pouvoir l'activer. Et pour activer le VRR, il va vous falloir aller dans les paramètres de la PlayStation et cocher cette case. Je vais me mettre aussi assurer la présence de la 4K. Le VRR, comprenez Variable Refresh Rate, va permettre de synchroniser les images générées par la PlayStation avec les images restituées par la télévision pour éviter l'effet de déchirement. Et voilà, comme vous allez le voir avec ce menu dédié, la VRR est activée. Il s'agit d'un menu disponible uniquement dans cette génération de télé Hisense. Moi qui les autres générations, je peux vous assurer que je l'ai jamais vu. Il manque plus que les 120 FPS pour la partie PlayStation. Là, je suis à 60, c'est peut-être le jeu qui est pas particulièrement compatible. Bon, c'est pas forcément le jeu le plus parlant pour vous montrer la qualité graphique de la télé, quoique ça exploite quand même un certain contraste. Alors moi, je suis très bien dessus. Vous, par contre, en restitution, au niveau de ma caméra, forcément ça va pas être idéal, on va changer de jeu. Allez, c'est parti pour un petit Rocket League, j'adore, je suis un véritable fan, même si j'ai pas vraiment le temps de performer. Et ça y est, si vous regardez dans le coin supérieur gauche, vous pouvez voir FPS 120, on est bien sur un jeu compatible 120 FPS. Du coup, on va se faire un
une petite partie dans les meilleures conditions. Vous pouvez le voir en bas à gauche sur le menu dédié 120 fps HDR10 et cette fois-ci c'est le Variable Refresh Rate qui est désactivé. Alors c'est pas une blague, moi j'ai l'habitude de jouer sur projecteur, donc pour le coup là il y a une véritable différence, que ce soit en matière de luminosité, en matière de couleur. Ça n'a rien à voir avec un projecteur dont l'image peut être parfois un peu délavée par rapport à ce qu'on connaît ici, là sur une télévision LCD. Aïe, j'étais pas loin. Bon, le but c'est pas de vous faire une démo du jeu vidéo, mais c'est de vous montrer quelques images de ce que vous allez pouvoir voir. Et effectivement, les 120 fps, les 120 images par seconde, on les ressent. On les ressent, tout simplement, ça paraît plus fluide. Ce que j'ai l'habitude d'avoir sur le projecteur, qui est déjà globalement assez fluide, hein, mais un projecteur, c'est pas fait particulièrement pour jouer aux jeux vidéo. Là, au moins, j'ai une expérience optimale. Moi qui adore jouer au FPS de manière générale, ça va être au top. Bon, j'ai un petit peu raté mon but, encore une fois. C'est pas maintenant que je vais vous faire une démo. Mais franchement, c'est cool. Allez, quelques secondes de King of Fighters, juste pour le plaisir de vous montrer ce que ça donne, vous montrer quelques images en jeu vidéo. Là, on est retourné sur du 60 fps. Bon, pour King of Fighters, c'est pas particulièrement étonnant, quoique sur cette licence-là, ils auraient pu mettre un 120 fps. Hop, on est bien sur une adaptation du nombre d'images par seconde en fonction du jeu vidéo. Allez, bienvenue sur FIFA 2023 et je vous cache pas que je m'attendais à être en 120 fps, mais comme vous pouvez le voir dans le petit encadré en haut à gauche de l'image, alors ça c'est cool d'avoir ce genre d'informations, je suis en 60 fps, 60 fps fixe certes, mais moi c'est le 120 qui m'intéresse. Ah ça y est, je crois que j'ai compris, ma télé était en format HDMI amélioré, il fallait la mettre en 144 Hz. Alors l'HDR10+ est activé, le Variable Refresh Rate aussi, mais toujours pas les 120 fps. Eh bien non, malheureusement, apparemment le 120 fps n'est pas encore disponible sur FIFA, je pensais que c'était déjà le cas, mais bon, tant pis. Hop, on verra la prochaine fois. Comme je vous le disais en début de vidéo, une des choses absolument géniales concernant cette télévision, c'est l'input lag inférieur à 20 millisecondes, ce qui signifie que quelle que soit la commande que vous effectuerez sur votre manette, alors que vous utilisez une console de jeux vidéo ou un ordinateur, la répercussion du mouvement se fera immédiatement, instantanément. Vous n'aurez aucune sensation d'avoir un écart entre les actions que vous effectuez et leur répercussion. Et ça, on va dire, c'est fondamental quand on joue aux jeux vidéo. Je vais vous montrer les menus sur la télé, les menus de personnalisation. Vous allez voir, il y en a pas mal. Notamment pour régler la partie compensation de mouvement, alors qui ne sera pas utile ici sur FIFA, mais qui peut être utile dans d'autres cadres. En fonction de votre programme, de la manière dont la vidéo a été tournée, la compensation de mouvement va permettre de créer de nouvelles images pour fluidifier l'ensemble. Pour accéder à ces différents paramètres, vous allez dans le menu réglage de la télévision, voilà, il faut confirmer à ce niveau-là, paramètres du mode image, compensation de mouvement, alors à vous de choisir le type de réglage qui vous intéresse. Mais si vous voulez ce niveau de fluidité supplémentaire qui peut être très intéressant lorsqu'on regarde des matchs de foot comme c'est le cas à cet instant précis, mettez-le sur net et vous verrez, ça change tout. À l'intérieur des menus de la télé, vous allez avoir les réglages classiques, vous allez pouvoir régler le contrôle dynamique du rétroéclairage, Là, je vais le laisser désactivé de base. Bien sûr, la luminosité, le contraste, la saturation en couleur. Le niveau de netteté, alors le contraste adaptatif, il doit permettre évidemment de régler les contrastes automatiquement, d'obtenir plus de détails à l'image, mais que sur cette télé-là, je ne le trouve pas particulièrement utile. On est sur un contraste à 2000 pour 1. Ça rajoute une étape de traitement supplémentaire. Donc pour le coup, dans le jeu vidéo, quoi qu'il arrive, je le laisserai désactiver. Après, ce sera plus au petit bonheur la chance dans les différents programmes que vous regarderez. Vous allez retrouver aussi les différents paramètres de réduction de bruit, température, de couleur. Là, je ne vais pas le toucher. Et les paramètres experts. Alors, je vous montre ce que donnent les différents types de gamut. Alors, vous allez pouvoir plus ou moins percevoir la différence en fonction des scènes. Malheureusement, ça va être un peu difficile. C'est vrai que moi, je suis souvent sur le DCI-P3 ou le RGB. Là, je vais le laisser en natif. Un peu moins flatteur d'ailleurs que le DCI-P3, je trouve, au niveau des verts notamment. Vous allez pouvoir effectuer bien sûr les réglages de couleurs teinte par teinte, la balance des blancs. Alors là, je l'ai mis sur 2 points, on va la mettre sur 20 points. Réglage du ton gamma, donc là, normalement, ça devrait être assez perceptible. Là, on passe dans une plus grande clarté de l'image. Je vais le laisser sur 2.2, c'était très bien. Et plus étonnant, en tout cas, je ne l'avais pas remarqué sur mes précédentes télés, le filtre de lumière bleue que vous allez pouvoir activer ou désactiver pour épargner vos yeux, notamment la nuit. Au niveau audio, voilà quelque chose qui fait plaisir, le Dolby Atmos à l'intérieur, et croyez-moi, c'est audible. Des enceintes de 2 x 8 watts ont été intégrées à l'intérieur de cette télévision et la fonction Dolby Atmos, qui révolutionne pas le genre, mais qui va permettre de donner une sensation de spatialisation du son. Et c'est bien réel, c'est bien palpable. Lorsqu'on désactive le Dolby Atmos, on a un son beaucoup plus plat que lorsqu'il est activé, avec une sensation de réverbération sur le plafond, sur les murs,
qui est assez bluffante. C'est évidemment pas de nature à remplacer une barre de son, mais il y a moyen quand même d'obtenir ces effets-là, même dans une pièce de 40 mètres carrés, avec la télé qui est relativement éloignée des murs sur la partie gauche. On ressent bien, dans cette zone-là, un effet de réverbération qui est plutôt cool. Allez, je vais vous faire écouter un petit peu de son, même si c'est pas ce qu'il y a de plus moderne, ça fait toujours plaisir. Toujours sur le sujet du son, je vais vous montrer un élément qui permet à cette télé de se différencier très clairement de la concurrence. Sur la partie arrière de la télé, derrière cette grille, la marque a inclus un subwoofer, comprenez un caisson de basse. Et s'il s'agit vraisemblablement plus d'un radiateur passif que d'un caisson de basse actif, ça fait son petit effet. Attention, il n'est absolument pas question de boom dans cette histoire, vous n'entendrez pas les murs trembler à l'aide de ce caisson de basse, il s'agit d'un ajustement du son, ça permet de lui donner un petit peu plus d'ampleur, mais ça remplace absolument pas un caisson de basse. Si la télé est en mesure d'améliorer l'audio à l'aide du Dolby Atmos, elle est aussi en mesure d'améliorer l'image, notamment les images générées basse définition, comme vous l'aviez ici sur Marier deux enfants. Vous allez avoir à gauche la partie originale et à la droite la partie améliorée via la technologie d'upscaling qui est implémentée à l'intérieur de cette télé Hisense. L'upscaling va recréer les pixels manquants, c'est une espèce d'intelligence artificielle qui est capable de comprendre l'image et de recréer finalement une partie de cette image pour l'améliorer. C'est pas miraculeux non plus, mais normalement vous devriez commencer à discerner d'ores et déjà que l'image est vraiment améliorée à droite par rapport à la partie gauche. Elle paraît déjà beaucoup moins floue, beaucoup plus nette, un peu plus détaillée. Mais l'upscaling n'est pas en mesure de recréer les détails qui n'existent pas évidemment. Vous allez aussi pouvoir bénéficier du traitement Dolby Vision IQ. Dolby Vision IQ, je devrais prononcer. Il s'agit d'un ensemble de métadonnées comprises par la télévision qui dispose d'un capteur de luminosité et va adapter la réponse lumineuse de la télé automatiquement à la lumière d'ambiance que vous avez à l'intérieur de votre pièce, de votre salon, en plus de magnifier de manière générale la luminosité des programmes que vous allez regarder, en tout cas de les rendre plus en accord avec l'œuvre originale. C'est un petit peu comme de la HDR10+, mais en plus poussé. Vous l'aurez compris, j'imagine, l'idée de cette télé Hisense E7 Pro est de vous offrir les dernières technologies les plus avancées, les plus utiles, notamment dans l'univers du jeu vidéo, dans l'univers aussi du film, avec une très bonne compensation de mouvement, dans un prix extrêmement réduit. Elle n'est pas gratuite non plus, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais au regard de toutes les technologies implémentées à l'intérieur d'une télévision, ça vaut le coup d'aller jeter un œil à son tarif. Je vous ai mis le lien alors vers les différents modèles que j'ai trouvés en différentes tailles. Vous pouvez aller voir, c'est juste en dessous de la vidéo. Pensez à la liker, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant cette Hisense E7 Pro, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!